fabrique de l'industrie, ce laboratoire, plateforme de réflexion où depuis 2011, c'est presque le même âge que l'IRT, on s'intéresse à l'industrie mais surtout à ses liens avec l'économie et la société. On est très heureux d'accueillir maintenant, et j'invite à rejoindre cette scène, Louis Gallois pour une carte blanche autour de l'industrie. À toutes et à tous, j'espère que le micro marche. Je suis très honoré et heureux de participer à cette manifestation d'inauguration et de célébration, puisqu'il y a à la fois l'inauguration de Nautilus et la célébration des 10 ans de l'IRT. Je suis très heureux pour au moins deux raisons. La première, c'est que je pense que l'IRT représente, les IRT représentent un chaînon manquant qui manquait dans notre dispositif d'innovation, qui associe la recherche publique et les industriels. Et je suis très heureux d'avoir participé comme commissaire général à l'investissement. C'est la deuxième raison de mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir participé à la création de ces organismes qui véritablement vont structurer ce chaînon manquant entre la recherche et l'industrie. Vous m'avez demandé de parler de l'industrie, qui est un sujet qui m'est cher, mais ça ne m'éloignera pas de l'IRT, mais ça me permettra peut-être de le replacer dans un cadre plus global. Nous avons connu une période de désindustrialisation particulièrement traumatisante pour le pays. Le processus le plus rapide de l'ensemble des pays qui ont eu le même sort, mais nous avons été plus vite que les autres dans cette désindustrialisation. Ça s'est traduit en termes d'emploi, ça s'est traduit en termes de déficit de la balance commerciale, qui est maintenant structurel, alors que nous avions une balance commerciale équilibrée au début des années 2000. Et ça s'est traduit en termes de fracture territoriale. Le pays ne s'en est pas encore remis de ce point de vue. Et donc, la réindustrialisation est un objectif majeur. Si on veut à la fois stabiliser l'emploi et des emplois de haute qualité, si l'on veut rétablir le compte extérieur, et sans compte extérieur équilibré, il n'y a pas de souveraineté, et si l'on veut résorber ces fractures territoriales qui divisent le pays. Et j'ajoute que cette désindustrialisation aussi a tapé sur le moral des Français, et que ce pessimisme que nous sentons dans le corps social résulte certainement largement de cette perte de substance que tous les Français ont ressenti et subi. Alors la réindustrialisation, on peut dire que le processus est, j'allais dire engagé, mais je ne voudrais pas être trop optimiste. Je dis qu'on a arrêté la dégringolade. La part de l'industrie dans le produit intérieur brut ne décroît plus. On voit même quelques bourgeons apparaître. J'espère qu'ils annoncent le printemps, avec plus d'usines qui se créent que d'usines qui disparaissent. On constate que l'emploi industriel remonte un peu. Donc cela veut dire que les efforts qui sont entrepris ne sont pas inutiles. Ça veut dire qu'il va falloir poursuivre ces efforts. Et je voudrais répondre à deux questions. La première, c'est quelle est l'industrie que nous devrons construire? Et la seconde, c'est comment peut-on le faire? Sur la seconde question, je serai plus modeste. Sur la première, je vais vous donner ma vision de l'industrie. On parle de relocalisation. Je n'aime pas ce mot. Parce que ce mot, c'est celui du retour à l'industrie telle qu'on la connaissait il y a 20 ans ou 30 ans. Je
pense que il faut, bien sûr, cette relocalisation, elle est bonne lorsqu'elle se produit. Et elle peut se produire dans des secteurs traditionnels. Je visitais le salon Made in France, qui se tenait à Paris le week-end dernier, et effectivement, on voit qu'il y a du textile qui revient en France. On s'en réjouit. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on en reste là. Je crois qu'il faut qu'on vise l'industrie qui va structurer le monde dans les prochaines années. Et une industrie qui soit adaptée aux caractéristiques de notre pays. Alors cette industrie, pour moi, elle a 4 caractéristiques. La première, c'est qu'elle sera technologique. Elle sera technologique parce que nous sommes un pays de coûts élevés et nous serons toujours un pays de coûts élevés. Comme d'ailleurs une grande partie de l'Europe. Et que donc nous devons viser la montée en gamme. Et cette montée en gamme, elle fait appel à la technologie. Elle est technologique. Et on voit bien d'ailleurs que la technologie est un facteur de compétitivité. On l'a vu tout à l'heure sur quelques exemples bien choisis concernant l'IRT Jules Verne. Mais elle sera technologique aussi, cette industrie, parce qu'elle va affronter la transition écologique et énergétique, qui va faire appel à beaucoup de technologies. J'aime bien une phrase de l'ancienne ministre de l'Industrie, Mme Pannier-Runacher, qui est ministre de l'Énergie, qui dit l'industrie, c'est 20% des problèmes de la transition énergétique et 100% des solutions. Et je crois qu'elle a raison. Les raisons seront nous surmonterons, nous affronterons la transition énergétique grâce à l'industrie. Et cette industrie, elle sera de très forte technologie. Je ne veux pas donc prendre des exemples, depuis la voiture électrique jusqu'au stockage de l'énergie, à l'hydrogène, etc. Seconde caractéristique de l'industrie, elle sera numérisée. Alors, vous voyez, banalité, pas banalité, parce que nos PME ne sont pas assez numérisées. Nous sommes le pays d'Europe qui utilise le moins la 5G dans l'industrie. Ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire. Ça veut dire qu'il y a encore de la formation, notamment des formations des dirigeants qui craignent d'utiliser ces technologies qui déstabilisent les entreprises. Il y a aussi, bien sûr, la question des salariés qui voient arriver la numérisation avec crainte, que ça oblige à changer les métiers. Eh bien, il faut que nous surmontions ces obstacles, parce que, dans le dialogue, évidemment, il faut qu'on surmonte ces obstacles, parce que la numérisation, elle est inéluctable. Et il faut aller dans ce sens. Elle va apporter les gains de productivité dont nous avons absolument besoin. Vous le savez, nos sociétés actuellement ont des gains de productivité faibles, et on n'a pas de croissance sans gain de productivité. Donc il faut être capable de créer de la productivité, et la numérisation est un élément absolument essentiel pour cela. Troisième caractéristique de cette industrie, elle va être éco-responsable. Le mot a été utilisé tout à l'heure. Éco-responsable à 2 titres. Les process industriels doivent devenir économes en énergie. Ils doivent passer des énergies fossiles aux énergies décarbonées. C'est un processus gigantesque. C'est une révolution comme l'industrie n'en a pas connue depuis le 19e siècle, qui va coûter beaucoup d'argent, avec des investissements qui ne sont pas tous rentables. Quand les hauts fourneaux vont passer pour la réduction de l'oxyde de fer du coke à l'hydrogène, ce sont des centaines de millions d'investissements, et ça n'a strictement aucune rentabilité à court terme, parce que ça ne fera pas l'acier moins cher, ça va même le faire un peu plus cher, et le client ne le verra pas. Donc il n'est pas prêt à payer plus.
C'est-à-dire qu'il va falloir trouver de l'argent à investir sans rentabilité immédiate, argent qui n'ira pas vers des investissements qui, eux, pourraient apporter de la rentabilité et de la compétitivité. C'est-à-dire que ça place nos industries face à un défi absolument considérable. Pour le surmonter, ce défi, il va falloir que toute l'Europe se prenne en main, et on ne pourra pas le faire seul. Parce que si nous ne le faisions que chez nous, nous placerions notre industrie dans une situation de compétitivité profondément défavorable. Donc il faut que ça se fasse au niveau de l'Europe et probablement au niveau mondial. Faudra-t-il mettre un ajustement aux frontières, comme la Commission européenne essaye de l'imaginer, pour protéger autant qu'on le pourra les industries qui auraient fait cet effort en Europe? C'est une complexité extrême. En plus, les pays d'Europe sont d'accord sur le principe, mais pas d'accord sur les modalités. Donc c'est une affaire très compliquée. Là, nous avons un véritable défi. Heureusement, il y a aussi les opportunités qu'apporte une industrie éco-responsable. Parce qu'il y a des produits nouveaux qui vont apparaître. Je citais la voiture électrique, les batteries. Ça peut être la gestion des déchets, le recyclage. C'est bien sûr tout ce qui tourne autour de l'hydrogène. Ce sont les plastiques biodégradables, la récupération des plastiques. C'est tout ce qui concerne l'énergie, le traitement des énergies, l'énergie renouvelable, le nucléaire. Je reviendrai sur ce point essentiel. Tout ça, évidemment, ce sont des nouveaux marchés qui apparaissent, de nouveaux produits sur lesquels il va falloir que nous nous positionnions. C'est pas gagné d'avance quand on voit ce qui s'est passé sur le solaire et même sur les éoliennes. Nous avons pris... nous importons toute la technologie des éoliennes. Clair. Voilà le troisième défi. Le quatrième défi, qui est lié à celui-là, c'est que l'industrie de demain sera électrique. C'est-à-dire qu'elle va passer des énergies fossiles à l'énergie électrique. Je reviendrai sur ce point parce que, comme je le disais, je juge ça tout à fait essentiel. Voilà l'industrie telle que je la vois demain. Alors, comment arriver à cela? D'abord, je crois qu'il faut poursuivre la politique de l'offre qui est menée depuis une dizaine d'années. Politique de l'offre qui a donné les premiers résultats. La politique de l'offre, ça, c'est... Moi, j'étais plutôt keynésien, c'est-à-dire j'étais plutôt pour la politique de la demande. Ouais. J'ai constaté que la demande n'était pas malade, c'était l'offre qui était malade. Donc je dis, il faut traiter l'offre. C'est l'offre qui est malade. Et donc la politique de l'offre, c'est le soutien à l'industrie, c'est la baisse des impôts de production, c'est la baisse des charges sociales, c'est tout ça. C'est évidemment tout le soutien à l'innovation dont vous faites partie. Tout ça, il va falloir le poursuivre avec une persévérance certaine. C'est un processus, nous avons 20 ans devant nous pour reconstruire notre appareil industriel. 20 ans devant nous. Parce que les autres ne nous attendent pas, continuent à courir. Et de nouveaux pays apparaissent. Donc les efforts que nous faisons doivent être supérieurs aux efforts qui se font ailleurs pour que nous puissions progressivement rattraper les choses. Donc poursuivre cette politique de l'offre. Mais je voudrais insister, pour ne pas être trop long, sur 3 points qui sont pour moi essentiels. Le premier, c'est la recherche. L'effort de recherche en France, c'est 2,2% du produit intérieur brut. En Allemagne, c'est 3,1 et ils visent 3,5. Étant donné la différence de PIB, lorsqu'ils seront à 3,5, ce sont pratiquement 2 fois plus que nous. Les États-Unis sont à 3,4. Le Japon est à 4,8. Le Japon, la Corée. La Corée du Sud est à 4,8. La Corée du Sud est un pays que je connais bien,
et qui est pour moi une référence d'un pays qui n'a pas de ressources en matière première, qui est de 50 millions d'habitants, c'est pas si loin que ça de nous, et qui est capable d'être dans le peloton de tête des pays sur les produits les plus sophistiqués. Donc, quand je les vois à 4,8% du PIB en recherche, je me dis que nous, il faut que l'effort de recherche soit porté à 3%. Alors, passer de 2,2 à 3%, c'est 20 milliards de plus par an. C'est pas rien. C'est considérable. Ça ne peut pas se faire en un an. Mais je pense qu'il faut viser ce 3% qui était d'ailleurs dans les objectifs de Lisbonne et dont nous sommes malheureusement loin. Le second point, ce sont les compétences. Et sur les compétences, je voudrais insister sur deux sujets. Le premier, qui est un sujet que le gouvernement a abordé, qui sont les lycées professionnels. On ne peut pas continuer à mettre nos enfants dans des lycées professionnels qui sont considérés comme une voie de garage pour un nombre massif d'élèves. Ça, c'est pas possible. Il faut que les lycées professionnels deviennent une filière aussi noble que le lycée général, d'enseignement général. Je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et notre industrie dépendra de ça. Parce que le lycée professionnel, c'est à la fois la main-d'œuvre dont nos usines compétentes, dont nos usines ont besoin, et c'est aussi la voie vers le BTS, c'est-à-dire la voie vers l'encadrement intermédiaire de nos usines, et c'est vraiment tout à fait essentiel. Ces lycées professionnels, il faut prendre le problème à bras le corps. Je ne veux pas donner de leçons au ministre de l'Éducation nationale qui a une lourde tâche pour engager la réforme qui est prévue. Je crois qu'il faut lier autant qu'on peut le lycée professionnel à l'apprentissage. Il faut que les deux, non pas cohabitent, mais travaillent ensemble. Il faut d'une certaine manière que le lycée professionnel achète l'apprentissage. Alors vous savez qu'il a toujours eu, vis-à-vis de l'apprentissage, une attitude de réserve. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les enseignements généraux, parce qu'il faut que les jeunes aient une culture générale. Et ça veut dire que la formation qu'ils reçoivent doit être liée à des métiers et véritablement à l'état de l'art de ces métiers, c'est-à-dire à ce qui se passe actuellement. Et l'apprentissage, c'est le contact avec la réalité telle qu'elle est. Le deuxième sujet concernant les compétences, c'est les mathématiques. Alors, il commence à y avoir une petite prise de conscience dans le pays. Heureusement. Et j'ai vu d'ailleurs qu'on remettait les mathématiques dans le tronc commun. Sans mathématiques, il n'y a pas d'ingénieur et il n'y a pas de recherche sciences dures. Alors on se vante de médailles fines. On se vante d'avoir que Paris-Saclay soit la première université mondiale pour les mathématiques. Mais cette petite tête de compétences extrêmes ne doit pas cacher le fait qu'il y a une baisse du niveau global des mathématiques en France et que nous devons revenir là-dessus. Ça commence à la primaire et ça se termine dans les grandes écoles et dans les universités. Je pense que c'est absolument essentiel. Le troisième sujet, et je terminerai presque là-dessus, c'est l'électricité. Il n'y a pas de croissance sans énergie. Je reprends les propos de Jean Covici qui montrent bien le parallèle entre la consommation d'énergie et la croissance économique. Ça veut dire que si on réduit l'énergie produite, probablement on s'engagera dans la décroissance, ce que certains souhaitent. Je ne suis pas de ce camp-là. Je pense qu'on peut inventer une croissance verte.
une croissance éco-responsable qui permettra d'ailleurs la réduction des inégalités, alors que la décroissance ne fait que renforcer les inégalités spontanément. On l'a vu pendant la période du Covid. Pour avoir de l'énergie décarbonée, il y a une source, c'est l'électricité. L'électricité va passer dans le mix énergétique français de 25%, stade actuel, à 55% en 2050. Ça veut dire que nous allons pratiquement doubler la consommation d'électricité, même si nous nous engageons dans des plans d'économie d'énergie. Du fait que l'électricité va remplacer les énergies fossiles. Énergie décarbonée, électricité décarbonée, ça veut dire énergie renouvelable, hydraulique, nucléaire. Les énergies renouvelables, elles ont leur place. Mais elles n'ont que leur place parce qu'elles sont intermittentes. Et tant qu'on ne sait pas stocker l'énergie, en dehors des systèmes de remontée d'eau dans les barrages, tant qu'on ne sait pas stocker l'énergie, elles ne peuvent pas faire face aux pointes. Et donc elles ont leur place. L'hydraulique a sa place, mais si j'en juge parce que je vois les batailles qui se déroulent dans le pays, faire de nouveaux barrages ne paraît pas extrêmement facile. Et créer des bassines, parce que ce sont des bassines. Vous mettez une bassine haute et une bassine basse, et vous faites, lorsque vous voulez produire de l'énergie, vous faites passer l'eau de la bassine haute à la bassine basse, et quand il y a trop d'énergie, parce que vous êtes à une heure où il y a trop d'électricité, vous faites remonter l'eau de la bassine basse vers la bassine haute. C'est un haute de stockage. Mais il faut faire des bassines. Good luck, monsieur le préfet. Donc, le nucléaire va s'imposer comme une solution absolument incontournable, parce qu'il est décarboné, parce qu'il est pilotable, c'est-à-dire disponible de manière prévisible, et parce qu'il est compétitif en termes de prix. Et que d'autre part, nous possédons la totalité de la filière nucléaire. C'est-à-dire que nous sommes pratiquement souverains dans ce domaine. C'est une industrie qui emploie 220 000 personnes et qui en emploiera 300 000 dans 10 ans. Et c'est de la haute technologie. Donc je pense qu'il faut que le bouclage de la réindustrialisation va se faire sur l'électricité et sur la disponibilité d'électricité. Et je crois que c'est tout à fait essentiel que nous ayons un programme nucléaire d'ampleur. Je voudrais dire un mot en conclusion d'un point. L'industrie n'est pas affronte deux obstacles, j'allais dire, sociologiques. Le premier, c'est que nos jeunes ne s'y précipitent pas. Nous devons rendre l'industrie beaucoup plus attirante pour les jeunes. Et deuxièmement, parce qu'il y a maintenant un courant de pensée qui considère que l'industrie détériore l'environnement, artificialise les sols, gaspille de la ressource, utilise trop de ressources, etc. Et je pense qu'il faut que nous soyons capables de démontrer que l'industrie est la solution du problème écologique et énergétique, et pas le problème. C'est la solution du problème. Il n'y aura pas de solution au problème s'il n'y a pas d'industrie. Ou alors nous serons submergés par les produits étrangers, qui eux seront produits dans des conditions que l'on connaît. Il faut savoir que déjà, la moitié du carbone, de l'oxyde de carbone consommé par les Français, vient des importations. Ça sera les 3/4 si on n'a pas d'industrie.
Donc on n'est pas en train de décarboner en désindustrialisant. On est en train d'importer le carbone en désindustrialisant. C'est différent. Et donc il faut qu'on soit capable d'écrire un récit sur l'industrie pour que les Français comprennent que c'est un enjeu national, que ça doit être la priorité dans le pays. Pour tout ce que je disais, pour l'emploi, pour la balance commerciale, pour les fractures territoriales et aussi pour la transition énergétique et écologique. C'est ça qu'il faut. Il faut que nous construisions ce récit. Et une fois que le pays sera engagé dans cette voie, je pense que l'avenir nous appartiendra. Merci. Un grand merci à vous, Louis Gallois, pour cette source d'inspiration et cette carte blanche de 20 minutes. Joli exercice, faire de l'industrie sujet national et une priorité. Merci beaucoup. Alors,